Vous connaissez Stonehenge sans aucun doute. Ces gigantesques blocs de pierre, mystérieusement érigés en cercle sur une plaine anglaise par on ne sait qui. Mais si le Stonehenge d'Angleterre n'était en réalité qu'une imitation d'un monument plus ancien, et si ces bâtisseurs avaient simplement traversé l'Atlantique pour reproduire ce qu'un autre peuple avait déjà accompli ailleurs? En effet, des chercheurs ont mis au jour un autre Stonehenge, immergé sous les eaux du lac Michigan. Ce lac est le foyer de phénomènes étranges et inexpliqués. On y recense de nombreuses disparitions, des crashs aériens, et désormais ceci, un antique monument submergé, qui ressemble étrangement à Stonehenge. Il nous était impossible de rester indifférents, nous devions explorer cette histoire en profondeur. Un cercle de pierre monumentale, agencé d'une manière étrangement familière. Deux anneaux y étaient visibles, un cercle externe, un autre interne, reposant à 12 mètres sous la surface. Mais il ne s'agissait pas d'un simple tas de pierres. Elles avaient été disposées là de manière délibérée, par la main de l'homme. En poussant plus loin, les chercheurs ont réalisé qu'ils contemplaient une structure vieille de plus de 9000 ans. Songez-y un instant. Ce Stonehenge, englouti dans le lac Michigan, précède les pyramides d'Égypte. Il est même antérieur au Stonehenge britannique, d'environ 4 millénaires. Ces révélations suffisaient déjà à stupéfier les chercheurs de l'université de Northwestern Michigan. Mais cela, avant même qu'ils ne fassent une découverte encore plus étonnante. L'une des pierres présentait une gravure, un pétroglyphe discret mais net, représentant un mastodonte. Ces créatures, proches cousines de nos éléphants, ont disparu de la surface de la Terre il y a 10 000 ans. Par conséquent, ceux qui ont érigé ce Stonehenge subaquatique vivaient nécessairement à la même époque que ces animaux disparus. Cette découverte a suscité de nombreuses interrogations au sein de la communauté scientifique. Après tout, pourquoi aurait-on entrepris de disposer ces blocs de pierre au fond d'un lac? Pour commencer, les chercheurs estiment qu'à cette époque, le lac Michigan contenait beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui. Ensuite, il se pourrait que ce dispositif soit lié à des pratiques rituelles ancestrales des peuples autochtones. Un professeur de l'université du Michigan a proposé une hypothèse intrigante. Selon lui, ces pierres auraient constitué une sorte de piège de chasse préhistorique. Il avance que les premiers chasseurs utilisaient cette formation circulaire comme un couloir de guidage, afin de canaliser de grands animaux, tels que les mastodontes évoqués dans les gravures rupestres, vers une enceinte plus restreinte, où ils devenaient plus faciles à abattre. Toutefois, cette théorie ne fait pas l'unanimité. D'autres estiment que ce cercle avait sans doute une signification plus spirituelle et symbolique. Pour les tribus locales, comme les Anishinaabe, les pierres ne sont pas de simples éléments minéraux. Elles sont des entités vivantes, porteuses d'une énergie sacrée, et incarnent un lien profond entre la terre et tous les êtres vivants. Un ancien de cette communauté a même déclaré que ces pierres étaient sacrées, disposées là par leurs ancêtres pour rendre hommage à la terre et aux créatures qu'elle abrite. Les scientifiques s'efforcent d'étudier cette structure rocheuse en profondeur, à environ 12 mètres. C'est là que réside le principal obstacle. Son immersion complique les recherches, d'autant qu'ils ne disposent pas des équipements les plus performants. Les outils classiques de l'archéologie s'avèrent peu adaptés à un environnement subaquatique. Toutefois, des technologies prometteuses, telles que la photogrammétrie stéréoscopique, qui permet de concevoir des modèles tridimensionnels d'un site, offrent aux chercheurs de nouveaux moyens d'analyse. Malgré cela, les investigations demeurent lentes et onéreuses, et nul ne sait quand ce mystère trouvera enfin réponse. Comme évoqué précédemment, le lac Michigan est un véritable foyer de phénomènes inexpliqués. Son lit est parsemé d'épaves, comme celle du Thomas Hume, une solide goélette américaine. Il recèle également des débris d'avions disparus de manière soudaine alors qu'ils survolèrent la zone, à l'image du vol 2501 de Northwest Airlines, qui s'est volatilisé dans les années 50. Certains désignent même cette région sous le nom de « triangle du lac Michigan », évoquant la possibilité d'activités paranormales semblables à celles que l'on impute au célèbre triangle des Bermudes. Le lac s'étend sur plus de 57 000 km², ce qui correspond à près des 2/3 de la superficie de l'Irlande. En 2024, les scientifiques sont parvenus à accéder à un autre mystère enfoui dans les profondeurs du lac Michigan, l'épave de la goélette Margaret A. Muir. Ce voilier de 40 mètres avait sombré il y a plus de 130 ans.
La découverte a été rendue publique tout récemment par la Wisconsin Underwater Archaeology Association, ou WUAA, dont l'équipe a localisé l'épave à 15 mètres de profondeur, non loin du rivage d'Algoma, dans l'état du Wisconsin. Construite en 1872, le Margaret A. Muir était une goélette à 3 mâts, conçue pour acheminer des cargaisons lourdes à travers les grands lacs. Son dernier voyage avait débuté comme une simple traversée de routine. Chargée de sel en vrac, elle avait quitté Bay City, dans le Michigan, à destination de South Chicago, dans l'Illinois. Mais le 30 septembre 1893, le périple a tourné au drame. Alors que le Muir approchait la ville d'Annapé, aujourd'hui connue sous le nom d'Algoma, une violente tempête s'est brusquement levée. Le navire a rapidement commencé à prendre l'eau. Le capitaine a donné l'ordre à son équipage de l'abandonner et, heureusement, tous ont réussi à regagner la rive sains et saufs. Durant plus d'un siècle, l'épave est demeurée intacte au fond du lac, son emplacement demeurant inconnu. Mais grâce à une combinaison de recherches historiques et à l'utilisation de sonars haute résolution, les chercheurs ont fini par localiser l'épave en mai de l'année dernière. Elle est remarquablement préservée, certaines sections du pont et de l'équipement étant encore visibles. Un peu plus à l'ouest, au fond du lac Mendota, près de Madison, dans le Wisconsin, des chercheurs ont mis au jour une autre découverte spectaculaire. Ils y ont trouvé 11 canoës anciens. Selon eux, le plus vieux d'entre eux remonterait à environ 2500 avant notre ère. Si cette découverte ne vous semble pas majeure, c'est sans doute parce que vous l'abordez avec une perspective contemporaine. Aujourd'hui, une autoroute typique du Midwest serait remplie de pick-up. À l'époque, en revanche, seuls des canoës sillonnèrent la région. Ils constituaient le principal moyen de transport des cultures autochtones, utilisés aussi bien pour la pêche en eau profonde que pour le commerce et les trajets de longue distance. Ce qui a tant enthousiasmé les scientifiques, c'est qu'ils n'avaient encore jamais trouvé de preuves concrètes de l'usage des canoës dans cette région à l'époque. Et pour comprendre les cultures locales ayant occupé ces terres durant cette période, il leur fallait absolument obtenir des données sur leurs moyens de déplacement et d'échange. Cette découverte enthousiasmante a été rendue publique en mai 2024 par la Société historique du Wisconsin. Le premier canoë, que les chercheurs estiment vieux d'environ 1200 ans, a été extrait du lac en 2021. Un second a été mis au jour l'année suivante. Et à présent, des plongeurs ont repéré au moins 11 autres embarcations le long de ce qui fut jadis une ancienne rive, aujourd'hui totalement submergée. Une théorie suggère que ces canoës auraient été volontairement immergés pour éviter qu'ils ne gèlent ou ne se déforment durant l'hiver. Il se pourrait qu'on les ait entreposés au même endroit pendant plusieurs générations. Ou bien que ce site ne représente qu'une partie d'un peuplement bien plus vaste. Les historiens envisagent même la possibilité qu'un ancien village repose sous les eaux. Des plongeurs ont déjà mis la main sur des outils en pierre, comme des lestes à filets de pêche, mais le village en lui-même n'a pas encore été localisé. En réalité, même si les grands lacs accaparent souvent toute la lumière, les scientifiques rappellent que des lacs plus modestes, comme Mendota, ont aussi leur lot de récits. La Société historique du Wisconsin collabore étroitement avec les Premières Nations pour mieux reconstituer l'histoire de ce plan d'eau. Et croyez-le ou non, il existerait un troisième Stonehenge, niché sous les eaux du lac de Constance, en Suisse. Considérez-le comme une sorte de cousin aquatique du célèbre site anglais. Les archéologues ont commencé à l'identifier dès 2015, en découvrant une ligne de 170 cairns en pierre, manifestement d'origine humaine, reposant au fond du lac. Selon les scientifiques, il s'agirait très probablement d'un projet mené par plusieurs villages. Et le site des cairns aurait été utilisé à des fins collectives. Il faut dire que les structures sont impressionnantes. Certaines s'étendent sur une dizaine de mètres de large et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. La découverte la plus stupéfiante à ce jour, c'est que le site daterait d'environ 5500 ans, soit à peu près la même époque que la construction du tout premier Stonehenge. Ce qui les rapproche, ce sont notamment leurs dates de création et les caractéristiques spécifiques de ces monuments de pierre agencés en cercle. Les scientifiques en savent encore peu sur ce site, mais pour ma part, j'y vois un motif qui semble se répéter un peu partout à travers le globe. Pas vous? Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement, un mur dans le nord du désert saoudien. Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire, et il ne s'agit pas d'un simple mur.
Non. Il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Natar, était une ville oasis, et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis, située dans la région de Khaybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2400 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement. Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes. Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral, soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie Saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride. Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte, des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon. Au large des côtes égyptiennes, elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Aujourd'hui, les fouilles avancent et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Frank Gaudio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Tonis Héracléon était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée. C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée. Et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Gaudio la redécouvre en l'an 2000. Depuis,
Plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme Eldorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol. Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple Khazarab, qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes LIDAR ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes. Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes LIDAR venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au LIDAR, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle, car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation khazarabe n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles. Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Khazarabes ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient en faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Khazarabes ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère. Les égyptologues examinent depuis fort longtemps le moindre centimètre carré du site entourant la Grande Pyramide, mais ils ont pourtant négligé cette étonnante baignoire en granit rose enfouie à quelques kilomètres de là. Voici ce qu'il en est, ce mystérieux tube ovale qui repose depuis des années à côté de la pyramide de Khéops pourrait prouver que les Égyptiens ont construit les pyramides non seulement à des fins architecturales, mais également pour produire de l'électricité, bien avant Alessandro Volta et Thomas Edison. Le plateau de Gizeh est célèbre pour ses 3 pyramides, celle de Khéops, celle de Khéphren et celle de Mykérinos. Mais 2 structures plus petites se trouvent tout près, la grande excavation de Zawiet El Aryan et la pyramide de Kaaba. Certains chercheurs affirment que ces constructions n'ont jamais été achevées, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été détruites pour des raisons plus mystérieuses. L'une de ces raisons pourrait être liée à l'utilisation initiale des pyramides de Gizeh. On pense en effet qu'elles servaient à produire de l'électricité. Pour relier ces différents éléments, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un architecte et égyptologue italien nommé Alessandro Barsanti décida d'examiner la pyramide de Zawiet El Aryan. Près du site, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des fragments de granit éparpillés. Pour un passant ordinaire, cela aurait semblé insignifiant, mais Barsanti vit tout de suite ce dont il s'agissait. En effet, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient souvent ces sites pour préparer les pierres avant de les transporter vers leur destination finale. La présence de granit sur le sol l'intrigua. Le granit était un matériau plus coûteux que le calcaire généralement utilisé pour les pyramides.
ce qui suggérait qu'il avait peut-être été destiné à une structure importante et cachée. À une profondeur de 21 mètres, les archéologues découvrirent peu après un énorme bloc de granit rose. Ils poursuivirent les fouilles et mirent au jour d'anciennes inscriptions gravées dans les pierres. Ils envoyèrent les dessins à des experts, mais personne ne parvint à les déchiffrer. S'agissait-il d'instructions? C'est alors que Barsanti fit sa plus grande découverte. Il trouva une cuve ovale sculptée dans du granit rose que l'on avait poli pour lui donner un aspect miroitant. La cuve avait été soigneusement scellée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un mince résidu noir sur ses parois. Une substance huileuse. Cette découverte souleva de nombreuses questions dans l'esprit de Barsanti. Il ne comprenait pas pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité avaient pris tant de précautions pour sceller et protéger cette étrange cuve. En 1911, Barsanti dut abandonner ses efforts visant à élucider le mystère de cette fosse. Cependant, ces découvertes intriguèrent les chercheurs du monde entier, qui émirent leurs propres hypothèses. L'une de ces théories modernes suggère que les pyramides auraient pu faire partie d'un ensemble plus vaste. Selon elle, la pyramide de Khéops aurait en réalité servi de pompe à eau destinée à irriguer cette région désertique. Apparemment, les chambres internes de la pyramide fonctionnaient comme un système hydraulique. Dans les années 1990, un ingénieur prit cette théorie au sérieux et étudia la chambre souterraine de la pyramide. À sa grande surprise, il trouva des traces de dégâts causés par l'eau. Il semblerait que la pyramide générait de puissantes ondes de compression, également appelées impulsions, capables de produire de l'électricité. Cela a soulevé une question importante. Les anciens Égyptiens auraient-ils utilisé les pyramides comme générateurs pour produire de l'électricité? Sur le papier, cela s'est avéré possible. Cependant, parvenir à un consensus sur la fonction initiale des pyramides est probablement l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous ne sommes donc toujours pas sûrs à 100% de cette théorie. En dehors de cela, l'Égypte reste un terrain idéal pour l'étude du passé de l'humanité. Les scientifiques viennent de découvrir ce qui ressemble à un centre de commande cosmique, similaire à la fameuse salle que l'on voit dans les films mettant en scène Doctor Strange. Ils ont découvert un observatoire astronomique en forme de L, mesurant environ 830 mètres carrés et datant du 6e siècle avant notre ère. Il s'agit sans aucun doute du premier et du plus grand observatoire de ce type. Cette structure en briques crues abritait des instruments utilisés pour calculer les dates liées aux rites de l'Égypte antique, couronnements royaux et calendrier agricole. Cet observatoire est situé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Bouto, à seulement 80 km à l'est d'Alexandrie. C'est assez impressionnant. Cette structure a été conçue de manière à ce que l'on puisse y pénétrer par une entrée orientée à l'est. Ainsi, on pouvait admirer le lever du soleil. Une fois à l'intérieur, on découvrait un cadran solaire géant, utilisé pour mesurer le temps en suivant le mouvement des ombres à l'intérieur de la salle. Ce cadran solaire mesurait près de 5 mètres de long. Ce fut une découverte passionnante. Une autre découverte intéressante faite par des scientifiques et des égyptologues fut celle de la toute première momie enceinte. Même si nous en savons désormais beaucoup sur les processus de momification, nous continuons à faire des découvertes qui nous ouvrent de nouvelles portes sur la vie des anciens Égyptiens. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que cette momie était enceinte au moment de son embaumement, car elle avait été placée dans un cercueil masculin. Plus précisément, celui d'un prêtre. Les historiens affirment qu'au XIXe siècle, de nombreux marchands mélangèrent les cercueils afin de les vendre. Oui, cela signifie qu'ils les ouvraient et échangèrent les momies pour satisfaire leurs clients. Ce fut une énorme surprise, car ils espéraient en apprendre davantage sur les problèmes de santé dans l'Antiquité lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil. Mais ils se sont retrouvés avec un autre problème sur les bras, les pratiques prénatales dans l'Égypte antique. Cette femme momifiée, qui a vécu il y a environ 2000 ans, était âgée de 20 à 30 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a été découverte à Thèbes, et ses restes étaient incroyablement bien conservés. Vous voyez, les recettes de momification variaient à travers l'Égypte. Dans le cas de cette femme, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à la haute société, car elle a été enterrée avec des amulettes spéciales. Cependant, comme les méthodes de momification différaient considérablement selon les villes et les époques, il nous faut encore approfondir nos recherches afin de comprendre pourquoi elle fut embaumée avec son bébé. En parlant de momies, des scientifiques ont fouillé un lieu de repos à Saqqara, également en Égypte,
et ont mis au jour 2 ateliers d'embaumement. L'un était destiné aux humains et l'autre aux animaux sacrés. Apparemment, ces ateliers remontent à environ 2400 ans. Ils étaient équipés de lits en pierre, de pots en argile et de récipients rituels, tout ce dont on avait besoin pour momifier. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert du fromage conservé dans des jarres derrière des tombes vieilles de plus de 3000 ans. Oui, du fromage. Cela montre que les anciens Égyptiens étaient également très doués pour la conservation des aliments. Ils savaient comment conserver les denrées à long terme, et pas seulement les momies. Cela nous montre qu'ils appliquaient leurs techniques de conservation aux aliments comme au corps, et nous donne un aperçu de leur impressionnant savoir-faire. Les scientifiques ont également découvert l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. À leur grande surprise, elle était entièrement recouverte d'or. Les momies égyptiennes recouvertes d'or sont très rares. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que celle-ci soit la plus ancienne jamais découverte. La momie était assez bien conservée, et ils ont pu identifier les restes d'un homme riche appelé Hekashepes. De nombreux symboles témoignent de son importance, notamment le bandeau qu'il portait sur la tête et le bracelet sur sa poitrine. Il était également vêtu d'une tunique et d'une ceinture, ce qui permettait de préserver la belle apparence d'une personne après son décès. Pour le découvrir, les chercheurs ont dû ouvrir le lieu de sa dernière demeure à l'aide de mortiers. En gros, c'était comme s'ils ouvraient une machine à remonter le temps, tout comme les Égyptiens de l'Ancien Empire l'avaient fait il y a 4300 ans. Quand on y pense, c'est comme si l'on pénétrait dans une capsule temporelle. Mais, assez parlé de momies, les scientifiques ont également découvert quelque chose de très intéressant au-dessus des pyramides. Ils ont dû utiliser un instrument très sophistiqué pour cela. Le radar ionosphérique à longue portée et basse latitude, qui permet de voir des ondes invisibles loin dans le ciel. Ce radar leur a permis de découvrir d'énormes bulles flottant dans l'air au-dessus des pyramides. On appelle cela des bulles de plasma, et elles causent des ravages sur les technologies modernes. Elles peuvent en effet perturber les signaux GPS et téléphoniques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ces bulles sont immenses, parfois aussi grandes que des villes. Elles ont pour origine l'épuisement soudain des particules chargées dans l'ionosphère. Ainsi, au lieu de se répartir uniformément, elles restent agglomérées sous forme d'ondes. Il s'agit d'une découverte importante, car elle peut aider les scientifiques à comprendre comment empêcher ces ondes de perturber nos technologies. Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cette hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect,
Les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des 3 âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais 2 inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée. Et ainsi, ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur. Et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquaient de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule. Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien, peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéraux. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb
et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentrèrent sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre. Mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. La plus grande découverte accidentelle que j'ai faite de ma vie était un billet de 10 € retrouvé dans ma vieille veste d'hiver. Certaines personnes ont plus de chance, cependant. Elles découvrent des villes souterraines datant de plusieurs siècles, ou font des inventions qui les transforment en millionnaires. Le velcro est né d'une simple balade en forêt. Les cornflakes de Kellogg's ont été inspirés par une dent cassée, et la pâte Play-Doh a sauvé un empire commercial de la faillite par pur hasard. En 1998, l'ingénieur électricien John Williams a fait une étrange découverte qui ressemblait à une prise électrique émergeant du sol. En creusant autour, il a remarqué qu'elle était encastrée dans un petit rocher. Cette découverte a eu lieu dans une zone rurale d'Amérique du Nord, loin de toute zone urbaine ou industrielle, de tout aéroport et de toute installation électrique. Cette pièce électronique encastrée dans un solide bloc de granit a été baptisée énigmalite et est évaluée à 500 000 $. Certains scientifiques sont sceptiques quant à son authenticité, la considérant plus comme un canular qu'un artefact laissé par des visiteurs extraterrestres, comme le soutient Williams. Toutefois, le découvreur de cette roche est déterminé à prouver qu'il s'agit bien d'un vestige technologique, peut-être même d'une vraie prise. Si ce n'est pas un canular, cette petite découverte pourrait constituer une preuve que les humains, ou une autre civilisation du passé, étaient bien plus avancés que nous ne l'avions imaginé. Ils auraient ainsi pu trouver un moyen d'acheminer l'électricité bien avant les humains du 19e siècle. Williams a invité les scientifiques à examiner sa découverte sans endommager la roche pour déterminer sa véritable nature, mais personne ne s'est porté volontaire. Williams a consulté un ingénieur et un géologue, qui ont tous deux confirmé qu'il n'y avait aucune trace de colle sur le composant électronique. Il n'a pas non plus été soudé, ce qui indique qu'il est aussi vieux que la roche elle-même, datée d'environ 100 000 ans selon une analyse géologique. Le docteur John Kellogg avait une philosophie axée sur un mode de vie biologique, comprenant de l'exercice régulier, des massages, beaucoup d'eau, l'abandon des mauvaises habitudes, peu de caféine et pas du tout de viande. À la fin du 19e siècle, il a pris la direction d'un institut de santé dans le Michigan. Il a un jour concocté un mélange de farine, d'avoine et de semoule de maïs. Convaincu que la cuisson des grains entiers à haute température les rendrait plus digestes et plus sains, il a cuit le mélange 2 fois. Initialement,
Il en avait fait des biscuits, mais un patient s'est cassé les dents dessus. Ensuite, il a décidé de les briser en petits morceaux. Il est difficile de déterminer exactement comment les cornflakes de Kellogg's sont nés, car il existe de nombreuses versions de l'histoire. La femme de Kellogg, Ella, ainsi que son frère Will, prétendent tous deux avoir joué un rôle dans la création des fameux flocons, tout comme plusieurs autres membres de la famille et du personnel de l'établissement. La légende de la compagnie voudrait qu'un jour de 1898, de la pâte de céréales à base de blé ait été laissée de côté trop longtemps, fermentant au cours du processus. Lorsqu'elle a été finement étalée, la pâte légèrement moisie s'est transformée en ces parfaits, grands et fins flocons qui sont devenus croustillants et délicieux au four. Au fil des années, Will Kellogg a continué à modifier la recette et a réalisé que le maïs, et non le blé, produisait des flocons encore plus croustillants et savoureux. Sa marque, Kellogg's Corn Flakes, est devenue une entreprise à plusieurs milliards de dollars. Un jour, l'ingénieur suisse Georges de Mestral est allé se promener avec son chien et est revenu avec un concept qui s'avérerait plus tard révolutionnaire. En rentrant de forêt, de Mestral a remarqué que son pantalon et la fourrure de son chien étaient couverts des petites pointes de xanthium. Il a examiné les barbes sous un microscope et a remarqué qu'elles s'apparentaient à de minuscules crochets qui se fixaient aux boucles des vêtements et de la fourrure. Déterminé à reproduire cette technologie naturelle, il a entrepris de concevoir un système d'attache extrêmement solide, aux multiples applications pratiques. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation avec différents matériaux, il a finalement opté pour le nylon. De plus, il a dû mettre au point un métier à tisser spécial capable de tisser des fibres dans les bonnes tailles, formes et densités. Après 14 années de travail acharné, de Mestral a finalement présenté au monde le velcro, dérivé des mots velours et crochet. Bien qu'il ait espéré que son invention remplacerait les fermetures éclairs, l'industrie de la mode l'a initialement perçue comme bas de gamme et peu attrayante. La NASA a toutefois reconnu son potentiel et commencé à l'utiliser dans les combinaisons spatiales et les casques des astronautes dans les années 1960. Aujourd'hui, le velcro est omniprésent, avec une multitude d'applications, des chaussures aux jouets en passant par les coussins des sièges d'avion. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le chauffage au charbon était la norme dans la plupart des foyers, laissant de la suie qui s'incrustait partout dans la maison, en particulier sur les papiers peints. Kuttol Products était le principal fournisseur de nettoyants pour papier peint de l'époque. Cependant, dans les années 1950, de plus en plus de gens ont adopté le gaz, le pétrole et l'électricité comme source de chauffage, ce qui a largement résolu le problème de toute cette suie. Le propriétaire de Kuttol Products essayait désespérément de sauver son entreprise. Pendant ce temps, sa belle-sœur, qui était institutrice en maternelle, a lu qu'un nettoyant pour papier peint pouvait être utilisé pour fabriquer des décorations. La pâte à modeler traditionnelle était trop difficile à manipuler pour ses élèves. C'est ainsi qu'elle a décidé d'expérimenter avec ce matériau. Et ça a très bien fonctionné. Elle a partagé sa découverte avec ses proches et a proposé un nom pour ce nouveau produit. Play-Doh. Avec la société Kuttol au bord de la faillite, c'était l'opportunité idéale pour une reconversion. Rapidement, des grands magasins comme Macy's et Marshall Field ont montré de l'intérêt pour ce nouveau jouet et ont commencé à le distribuer. Au début, la Play-Doh n'existait qu'en blanc, mais elle a rapidement été déclinée en rouge, bleu et jaune. Ils ont apporté plusieurs modifications à la recette originale, mais la composition de base reste largement la même que celle utilisée pour nettoyer le papier peint. Une légende urbaine affirme que si vous prenez toute la pâte à modeler Play-Doh jamais produite et la faites passer dans leur machine, vous obtiendrez un serpent assez long pour enrouler la planète 300 fois. Un Turc rénovait sa maison lorsqu'il a abattu une cloison de sa cave à coups de masse. À sa grande surprise, il a découvert un tunnel caché derrière le mur qui conduisait à une ancienne ville souterraine. Ce tunnel conduisait vers d'autres passages, des salles et des chambres. Cela s'est avéré être un complexe souterrain entier de 18 étages, dépourvu d'habitants et depuis longtemps abandonné. C'était la cité de Derinkuyu, conçue il y a des milliers d'années pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Quiconque l'a construite a fait preuve d'une grande maîtrise, car creuser des tunnels dans cette roche tendre présente des risques d'effondrement considérables. Aucun des étages de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. La ville était équipée d'un système de ventilation sophistiqué, comprenant plus de 15 000 puits d'aération. Les niveaux supérieurs bénéficièrent de la meilleure ventilation et étaient réservés aux chambres et aux espaces de vie.
Les niveaux inférieurs servaient principalement au stockage, mais comportaient également des oubliettes. Entre les deux se trouvaient des espaces dédiés au bétail, une école, un couvent et de petites églises. John Martin, un professeur de sylviculture, se promenait une nuit dans une forêt du Wisconsin. Il utilisait une lampe torche à UV pour repérer les lichens, les champignons, les plantes et les grenouilles qui brillent sous cette lumière. Soudain, il a entendu un écureuil volant couiner près d'une mangeoire à oiseaux. Il a braqué sa lampe torche sur l'animal. Des étendues infinies de sable doré, des chaînes montagneuses dépourvues du moindre arbre, et un soleil de plomb au-dessus de votre tête. Et puis, contre toute attente dans ce décor désertique, surgit un petit groupe d'individus surexcités. Leur euphorie est comparable à celle que vous ressentiriez en gagnant à la loterie. Ils viennent tout juste de mettre au jour une tombe ancienne, jadis submergée, aux parois gravement endommagées. Pourtant, ce qu'ils y ont découvert atteste qu'il s'agit bel et bien du tombeau d'un des pharaons les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne. Les archéologues le recherchaient depuis des décennies, sans jamais soupçonner qu'il renfermait de si précieux vestiges. Avançons dans le temps. À l'issue d'un examen approfondi du site, les autorités égyptiennes ont enfin officialisé la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Il s'agissait de la dernière sépulture manquante de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant notre ère. C'est également la toute première sépulture royale exhumée depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, survenue en 1922, soit plus d'un siècle auparavant. C'est une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et britanniques qui a mis au jour ce tombeau, niché dans les montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, non loin de la célèbre vallée des rois. Jusqu'alors, le site était simplement connu sous le nom de tombe C4. Mais les fouilles ont permis de rassembler des preuves irréfutables qu'il appartenait au roi Thoutmôsis II. En réalité, l'entrée du tombeau ainsi que son couloir principal avaient été identifiés dès 2022. Cependant, les premières hypothèses penchaient pour la tombe d'une reine, en raison de sa proximité avec les sépultures des épouses de Thoutmôsis III. Elle se trouvait également non loin de la tombe de la reine Hatshepsut, qui, à l'origine, lui avait été destinée alors qu'elle n'était encore qu'épouse royale. Sa destinée prit un tournant inattendu lorsqu'elle accéda au trône. Mais nous reviendrons plus tard sur cet épisode singulier. Bien vite, les chercheurs ont compris que leur découverte revêtait une importance capitale. Ils mirent au jour des vases en albâtre, frappés du nom de Thoutmôsis II, accompagnés de l'inscription « Roi défunt ». C'est là qu'ils comprirent qu'ils se trouvaient dans le véritable tombeau du souverain. Hélas, cette tombe n'a pas échappé aux affres du temps. D'après le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, également à la tête de l'équipe nationale d'archéologues, le tombeau a subi des ravages considérables à la suite de violentes crues survenues peu après la disparition du pharaon. Les eaux ont envahi la chambre funéraire, entraînant sans doute la destruction ou la dispersion d'un grand nombre d'objets d'origine. Une large part des éléments qui se trouvaient autrefois à l'intérieur a été transférée ailleurs dans une tentative de préservation. Les archéologues ont mis en évidence une architecture plutôt classique, une entrée et un couloir incliné menant à la chambre funéraire. Ce couloir, enduit d'un épais plâtre blanc, s'élevait à environ 1,40 m par rapport au niveau du sol de la salle principale. Un large escalier et un impressionnant corridor en forte pente témoignaient de la solennité du tombeau. La progression s'est révélée longue et difficile, car l'accès était encombré par des amas de débris charriés par les inondations et des effondrements. Ce n'est qu'après avoir rampé sur une dizaine de mètres dans un passage étroit, ne laissant qu'une ouverture de 40 cm au sommet, un supplice pour les claustrophobes, que l'équipe a enfin pu pénétrer dans la chambre funéraire. Mais une surprise les y attendait. Une fois les gravats dégagés, les chercheurs s'attendaient à tomber sur les vestiges écrasés d'une sépulture. Pourtant, à leur grande surprise, la chambre était entièrement vide. Et nul acte de pillage n'était en cause. Le tombeau avait été volontairement vidé. Ils comprirent bientôt qu'il avait été inondé depuis sa création, en contrebas d'une chute d'eau. Cela serait survenu quelques années à peine après la mise au tombeau du souverain, obligeant les prêtres à transférer son corps et ses objets funéraires ailleurs. C'est précisément ce qui expliquerait la présence d'un second couloir. Il aurait vraisemblablement été aménagé pour permettre le retrait du corps de Thoutmôsis II de la tombe submergée. En dépit des dégradations, l'équipe archéologique a mis au jour des trouvailles fascinantes. Des traces de mortier ornées d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes, ainsi que des fragments du livre de l'Amduat,
l'un des textes funéraires majeurs de l'Égypte ancienne. Ce recueil visait à guider le défunt dans l'au-delà, assurant la réussite de son périple souterrain. Jetons plutôt un œil à la 18e dynastie égyptienne. Elle fut marquée par l'expansion militaire, l'agrandissement de l'empire et la construction de monuments saisissants. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque figurent Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, deux souverains guerriers qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire. Thoutmôsis Ier, stratège redoutable, mena des campagnes décisives, étendant les frontières du royaume jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ouvrirent à l'Égypte de nouveaux circuits commerciaux, consolidèrent ses alliances et accrurent sa prospérité. Leur importance fut telle qu'elles furent gravées dans les tombeaux de ces hauts dignitaires. Thoutmôsis III, surnommé parfois le Grand, alla encore plus loin. Brillant stratège, il fut d'abord général sous la reine Hatshepsut avant d'accéder lui-même au trône. Il mena entre 17 et 20 campagnes militaires, toutes victorieuses, propulsant l'empire à son apogée. Il est également à l'origine de la toute première marine connue. Thoutmôsis III demeure, à bien des égards, le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Entre ces deux géants, Thoutmôsis II apparaît comme une figure bien plus discrète. L'éternel cadet, peut-être? Son règne, long d'environ 5 ans, prit fin vers 1479 avant notre ère, lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans. Il reste entouré de mystères. Ses réalisations sont inconnues, et l'emplacement de sa sépulture demeura introuvable pendant plusieurs siècles. Le corps de Thoutmôsis II a été découvert au XIXe siècle. Il reposait simplement dans le temple mortuaire de Deir el-Bahari, dissimulé dans une chambre secrète où les prêtres avaient pour coutume de cacher les momies royales, bien après le pillage de leur sépulture d'origine. En d'autres termes, cela signifie qu'à un moment donné, son corps a été déplacé pour le mettre en sécurité. Durant sa vie, Thoutmôsis II joua au moins un rôle décisif dans l'histoire égyptienne. Il épousa sa demi-sœur, Hatshepsut. Ce mariage, en apparence anodin, permit à cette dernière de devenir la plus grande pharaone d'Égypte après sa mort. Le revers, elle évinça son beau-fils, Thoutmôsis III, du trône pendant des décennies. Une fois au pouvoir, ce dernier fit effacer son nom par rancune. Et pourtant, Hatshepsut figure parmi les plus grands souverains de toute l'Égypte, hommes et femmes confondus. Elle enrichit considérablement le royaume, tant sur le plan économique qu'artistique. Elle organisa notamment une grande expédition commerciale vers le mystérieux pays de Punt, d'où elle ramena de l'or, de l'ébène et de l'encens. Soucieuse de marquer les esprits, elle fit ériger des monuments grandioses, dont plusieurs subsistent aujourd'hui. À Karnak, elle fit dresser d'imposants obélisques, l'un d'eux est toujours debout. C'est aussi elle qui fit construire le temple de Deir el-Bahari, aux innombrables colonnes, où elle fut ensuite inhumée. Fait marquant. Hatshepsut fut souvent représentée dans les arts comme un homme, arborant musculature et barbe postiche, selon les conventions réservées aux pharaons. Toutefois, elle tenait à ce que son identité féminine ne soit jamais totalement effacée, et se faisait notamment appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. À sa mort, en 658 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtrait plus de souveraine aussi puissante avant l'arrivée de Cléopâtre, quelques 14 siècles plus tard. D'après le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le nom d'Hatshepsut figure bel et bien dans le tombeau de Thoutmôsis II, ce qui laisse penser qu'elle aurait elle-même supervisé les funérailles de son époux. Quant à leur lieu de dernier repos, Hatshepsut se trouve dans la célèbre vallée des rois, tandis que la momie de Thoutmôsis II est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, aux côtés d'autres souverains. Les visiteurs ont ainsi l'occasion rare de contempler les restes d'un pharaon longtemps tombé dans l'oubli. La découverte de ce tombeau est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les objets exhumés sur le site apportent de précieuses précisions sur l'histoire de la région, ainsi que sur le règne de Thoutmôsis II. Bien que l'architecture du tombeau demeure relativement sobre et reprenne les lignes classiques que l'on retrouvera chez les souverains suivants, sa valeur historique reste incontestable. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont loin d'être terminées. Les archéologues se penchent désormais sur une autre énigme. Qu'est-il advenu du contenu manquant de la tombe? L'équipe est résolue à poursuivre ses recherches. Peut-être découvriront-ils encore d'autres secrets enfouis depuis des millénaires sous les sables d'Égypte? Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace?
Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés Siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question. Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus. Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi ? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années. En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre, les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmidt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la Terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi, des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone. Une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique. Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais.
des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmidt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace. Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelée technosignature, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmidt et Frank. Ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius. Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmidt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmidt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre Voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie. Mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux. Elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies,
Les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes
et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race.